Mes parents m'ont accusé de faire en sorte que ma sœur se sente comme une ratée simplement parce que j'ai acheté un appartement à 26 ans, ce pourquoi j'avais travaillé toute ma vie. Lorsqu'ils m'ont traîné en justice pour tenter de me forcer à donner à ma sœur sa part de ma propriété, ils n'avaient aucune idée que j'étais la seule à connaître l'existence du compte secret qui allait les ruiner. C'est ici que l'histoire commence vraiment, et vous ne voudrez pas manquer la suite. Assurez-vous d'être abonné pour suivre l'histoire jusqu'au bout. Nous sommes toujours curieux, de quel endroit dans le monde nous regardez-vous aujourd'hui? Dites-le nous dans les commentaires. J'avais 39 degrés de fièvre et je venais de terminer une journée de travail de 12 heures, la tête battante au rythme du sifflement du radiateur. Je survivais grâce à du thé tiède et à ma seule volonté, recroquevillé sur l'unique fauteuil de mon minuscule studio. C'était l'appartement où je vivais depuis 4 ans, économisant chaque centime. Mes poumons me faisaient mal, une toux profonde et rauque me rappelant que je poussais mes limites trop loin. Mais le marché était volatile et, en tant qu'analyste junior, prendre un jour de congé maladie ne faisait pas vraiment partie de mon vocabulaire si je voulais progresser. Mon téléphone a vibré sur le sol, l'écran s'éclairant avec une photo de ma mère, Meredith. J'ai souri à un sourire fatigué mais sincère. Un appel de maman était probablement juste ce dont j'avais besoin. J'ai balayé pour répondre, la voix rauque. « Salut, maman. »« Alexandra, il faut que tu arrêtes ça, dit-elle. » Pas de « bonjour », pas de « comment vas-tu » Juste ce ton familier et sec de désapprobation immédiate. « Arrêtez quoi ? » « Maman, je ne me sens pas bien. » Toute cette histoire d'appartement. Tu te montres égoïste et tu blesses ta sœur. Tu sais à quel point elle est sensible. La chaleur que j'avais ressentie une seconde plus tôt s'est évaporée, remplacée par un pic de confusion froid et aigu. Je venais de signer l'achat d'un petit 2 pièces dans un quartier correct de la ville. C'était mon plus grand accomplissement, l'aboutissement d'une décennie de travail acharné. J'avais commencé à travailler dans un restaurant à 16 ans, jonglé avec 3 emplois pendant mes études pour obtenir mon diplôme sans dette, et m'étais frayé un chemin dans un programme de finance très compétitif. Je n'avais même pas encore emménagé. Les papiers de la vente étaient encore dans une enveloppe Kraft sur le comptoir de ma kitchenette. « De quoi parles-tu » J'ai toussé, l'effort en voyant une décharge de douleur dans ma poitrine. J'ai acheté un logement. En quoi cela blesse-t-il Clara? Elle est dévastée, Alexandra. Voilà comment. La voix de ma mère a monté d'un ton, acerbe et indigné. Elle est venue ici en pleurant. Te voir faire parade de ton grand succès l'a fait se sentir comme une ratée totale et complète. C'est une artiste. Elle a un chemin différent. Toi, avec tes feuilles de calcul et tes chiffres, tu ne comprendrais pas ça. Je me suis redressé, la pièce tournoyant autour de moi. Parade ? Maman, j'ai envoyé un seul message sur la discussion de famille. Je ne l'ai même pas encore dit à mes amis. Je voulais juste partager la bonne nouvelle. Eh bien, ta bonne nouvelle a des conséquences, a-t-elle rétorqué. Ton père et moi en discutions justement. Ce n'est pas juste. Une angoisse glaciale, plus lourde que la grippe, a commencé à s'installer dans mon estomac. Qu'est-ce qui n'est pas juste? Que tu possèdes ce bien alors que Clara n'a rien. Elle a des difficultés. Elle a besoin de soutien. Nous lui donnons ce que nous pouvons, mais ton père approche de la retraite. Nous avons pensé. Enfin, nous attendons de toi que tu fasses ce qui est juste. J'étais complètement perdu. La fièvre m'empêchait de suivre sa logique. Maman, c'est quoi ce qui est juste? Qu'est-ce que vous me demandez? Il y a eu un silence, puis j'ai entendu mon père, Richard, se racler la gorge en arrière-plan. Sa voix est apparue sur la ligne, calme et autoritaire. Il était associé principal dans un cabinet d'expertise comptable, il avait l'habitude de donner des ordres. Alexandra, dit-il d'un ton qui ne laissait aucune place à la discussion. Ta mère a raison. Cet achat était impulsif et inconsidéré. Nous avons parlé avec Clara, et nous avons décidé d'une solution équitable. Nous avons besoin que tu ajoutes le nom de Clara sur l'acte de propriété de ton nouvel appartement. J'ai arrêté de respirer. Le seul son dans le minuscule studio était le tic-tac de l'horloge murale. Quoi? C'est la seule solution équitable, a-t-il poursuivi, comme s'il expliquait une simple déduction fiscale. Tu auras une copropriétaire et elle aura la sécurité d'un actif. Cela rééquilibrera les choses. Elle pourra vivre là-bas avec toi,
où tu pourras racheter sa part quand tu en seras capable. Nous pouvons préparer les papiers. J'étais trop stupéfaite pour être en colère. J'étais trop malade pour hurler. Tout ce que je ressentais était un sentiment profond de trahison. Il ne me félicitait pas, il confisquait le travail de ma vie. Non, ai-je chuchoté. Ma voix était faible, mais le mot était absolu. Que as-tu dit? La voix de mon père s'est durcie. Non, ai-je répété, plus fort cette fois, même si cela a déclenché une nouvelle quinte de tout. Je ne ferai pas cela. C'est mon appartement. Je l'ai payé. J'ai travaillé pour l'avoir. Clara n'a rien fait. Espèce d'ingrate, a commencé ma mère, mais mon père l'a coupé. Je vois, dit-il d'une voix dangereusement calme. Tu vas te montrer difficile. Tu as toujours été tellement centré sur toi-même. Très bien. Si tu ne veux pas être raisonnable, Alexandra, nous t'y forcerons. Tu as oublié à qui tu as affaire. La ligne a coupé. Je suis restée assise dans le noir, le téléphone à la main, le corps tremblant de fièvre et d'une clarté soudaine et terrifiante. Ils n'étaient pas seulement jaloux, ils étaient sérieux. J'ai regardé l'enveloppe Kraft et les clés posées dessus. J'avais cumulé 3 emplois depuis mes 16 ans, payé mes propres études et acheté un appartement à 26 ans, toute seule. Et ma famille, les personnes qui auraient dû être les plus fières de moi, s'apprêtaient à me déclarer la guerre. La trahison était pire que le diagnostic médical. Les 3 jours suivants ont été un flou de maladie et d'anxiété. La fièvre a fini par tomber, me laissant épuisé mais lucide. Mon téléphone est resté silencieux. Pas d'appel de suivi. Pas de SMS pour demander si j'allais mieux. Pas de « désolé, nous étions énervés, parlons-en ». Juste un silence froid et pesant, plus menaçant que n'importe quelle dispute. Ma famille fonctionnait selon un système de règles tacites, et je venais de briser la règle d'or, tout gravite autour de Clara. Ma sœur, Clara, avait 24 ans. Pendant que je surlignais mes manuels universitaires et travaillais les week-ends pour une entreprise de traiteurs, elle, se cherchait. Son art consistait en des toiles abstraites qu'elle ne vendait jamais, entièrement financées par mes parents. Il payait pour son appartement de type loft au centre-ville, qu'elle venait de perdre après avoir décidé que elle, ambiance, n'était pas la bonne. Il payait ses fournitures d'art onéreuses, sa voiture et ses dîners de réseautage bi-hebdomadaires. J'aimais ma sœur, vraiment. Mais la personne que mes parents décrivaient comme « sensible et dévastée » n'était pas celle que je connaissais. La Clara que je connaissais était une experte en manipulation émotionnelle, capable de produire des larmes sur commande pour obtenir ce qu'elle voulait. Et ce qu'elle voulait, c'était toujours ce que je possédais. Je me suis enfin senti assez bien pour conduire, alors je me suis emmitouflé et je suis allé chez mes parents. J'avais besoin de voir leur visage. J'avais besoin de croire que tout cela n'était qu'un horrible malentendu dû à la fièvre. J'ai utilisé mon ancienne clé pour entrer. La maison était calme. Ma mère, Meredith, était dans la cuisine, arrangeant méticuleusement de petits gnomes en feutrine pour sa boutique Etsy. Elle a levé les yeux quand je suis entré, et son visage, d'ordinaire si chaleureux quand elle me voyait, s'est figé en un masque d'indifférence polie. « Oh, Alexandra. Tu es là. »« Maman, j'ai été malade. J'ai eu la grippe. »« Nous avons été occupés, » dit-elle sans lâcher son gnome des yeux. Clara a été très tourmentée. Ton père a dû l'emmener au spa hier juste pour la calmer. La cruauté désinvolte de ses propos, l'absence totale de préoccupation pour ma santé, m'ont frappé plus fort que l'appel initial. Maman, qu'est-ce qui se passe? Vous ne pouvez pas être sérieux pour l'appartement. C'est impossible. Ton père et moi sommes très sérieux, dit-elle en coupant un fil avec une force inutile. Nous t'avons donné un bon foyer. Nous t'avons nourri. Nous t'avons habillé. Le fait que tu gardes jalousement ton succès ainsi. C'est tout simplement laid, Alexandra. Nous t'avons élevé dans le partage. Partager ce que je gagne, ai-je dit, la voix montant malgré moi. J'ai partagé une chambre avec Clara pendant 16 ans. J'ai partagé mes vêtements. J'ai partagé ma voiture quand j'en ai eu une. Je ne partage pas ma maison. La maison que j'ai achetée avec mon propre argent et de l'argent auquel vous n'avez jamais contribué. Ne me parle pas sur ce ton, a-t-elle aboyé, me regardant enfin. Ses yeux étaient froids. Tu as toujours eu un fond méchant. Toujours en compétition avec ta sœur.
Je ne suis pas en compétition, me suis-je écrié. J'existe, c'est tout. Je vis ma vie. Pourquoi mon succès est-il une attaque personnelle contre elle? Parce que tu sais qu'elle n'est pas aussi solide que toi, a dit Meredith, et le mot a résonné comme une gifle. Elle a besoin d'aide. Tu as toujours été la plus forte, Alexandra. C'est ton rôle de t'occuper d'elle. C'est ton rôle, maman. Nous avons été interrompus par le bruit de la porte d'entrée. Mon père et Clara sont entrés, riant de je ne sais quoi. Ils se sont arrêtés net en me voyant. Clara, l'air en parfaite santé et détendue après sa journée au spa, s'est immédiatement cachée derrière mon père, les yeux écarquillés par une peur feinte, comme si j'étais une menace. Alexandra, dit mon père, se plaçant devant Clara de manière protectrice. Je suis surpris de te voir ici. Je pensais avoir été clair sur notre position. Vous l'avez été, ai-je dit, les poings serrés. Je suis ici pour clarifier la mienne. Ça n'arrivera pas. Vous ne toucherez pas à mon appartement. Vous ne mettrez pas votre nom sur mon acte de propriété. C'est de la folie. Clara a jeté un coup d'œil par-dessus son épaule. Pourquoi cries-tu, Alex? Tu me fais peur. Tu te montres tellement capitaliste dans cette affaire. Je l'ai fixé. Capitaliste? Je suis capitaliste parce que j'achète un logement? Tu ne fais que me le jeter à la figure, a-t-elle pleurniché, la lèvre tremblante. Tu sais que je galère avec mon art et toi, tu fais ça. Tu essaies de me faire sentir petite. Maman, papa, elle essaie de me faire sentir petite. On sait, ma chérie. Tout va bien, a roucoulé ma mère en se précipitant pour l'embrasser. Mon père m'a juste regardé, le regard inflexible. C'est ta dernière chance d'être raisonnable, Alexandra. Fais ce qui est juste, signe les papiers, nous serons contraints d'engager des poursuites judiciaires. J'ai ri. C'était un son sec, incrédule et douloureux. Des poursuites judiciaires? Sur quel motif? Sur quelle planète avez-vous un droit sur ma propriété? Mon père, l'associé principal, l'homme qui connaissait la loi, a simplement souri. C'était un sourire mince et terrifiant. Nous pensons avoir un dossier très solide pour une fiducie par détermination de la loi et un enrichissement sans cause. Nous soutiendrons que toute ton éducation et une part importante de ton éducation ont été financées avec l'accord implicite que tu soutiendrais cette famille. Ton achat de cet appartement, sans nous consulter, est une rupture de ce contrat familial. Tu t'es enrichi sans cause aux dépens de Clara. J'ai senti le sang quitter mon visage. C'était absurde. C'était de la folie. Mais il le disait avec une telle assurance. Lui, un comptable, me menaçait avec des termes juridiques qu'il avait manifestement recherchés. Vous êtes fous, ai-je chuchoté. Vous êtes tous fous. Je me suis retourné et j'ai quitté la maison. En retournant vers mon petit studio, une pensée tournait en boucle dans ma tête, ils allaient vraiment le faire. Ils allaient essayer de me poursuivre mes propres parents. Ils pensaient tout savoir. Ils pensaient avoir toutes les cartes en main. Mais ils avaient oublié une chose cruciale, ils avaient oublié ce que je faisais réellement dans la vie. Je n'étais pas seulement une analyste financière, ma spécialité était la comptabilité légale, ou expertise comptable judiciaire. Et je savais avec une certitude écœurante exactement où chercher. La lettre est arrivée une semaine plus tard. Ce n'était ni un SMS ni un appel, c'était une enveloppe formelle, à l'aspect terriblement officiel, livrée par coursier. C'était une mise en demeure d'un cabinet d'avocats dont je n'avais jamais entendu parler. Mes mains tremblaient en lisant le jargon juridique. C'était exactement ce dont mon père m'avait menacé. La lettre alléguait que j'avais exploité les ressources de ma famille pour mon propre profit. Elle affirmait que mes parents m'avaient fourni un soutien financier important pour mes études et mes frais de subsistance, créant une fiducie implicite avec l'espoir qu'en retour, je subviendrais aux besoins de ma sœur, Clara. Mon achat de l'appartement était, selon les termes de leur avocat, un détournement d'actifs destiné à la famille et un acte d'enrichissement sans cause. Ils exigeaient que j'ajoute le nom de Clara sur l'acte de propriété dans un délai de 30 jours, sous peine d'un procès qui viserait à forcer la vente de l'appartement, les bénéfices devant être répartis équitablement. J'ai dû m'asseoir. Mon cœur cognait contre mes côtes si fort que j'avais la nausée. J'ai regardé autour de moi dans mon studio. Chaque chose qui s'y trouvait, de mon canapé d'occasion à mon ordinateur portable reconditionné, je l'avais payé moi-même.
j'avais cumulé 3 emplois, j'étais serveuse, surveillante de bibliothèque et je donnais des cours particuliers de calcul à des étudiants de première année. J'avais contracté des prêts étudiants, que je remboursais encore, précisément pour ne pas avoir à leur demander un centime. Je vivais de nouilles instantanées et de café gratuits sur le campus. L'idée que je m'étais, enrichi sans cause, était si grotesquement fausse qu'elle ressemblait à une violation. Le véritable enrichissement sans cause, c'était Clara. Elle était l'épicentre du dysfonctionnement de notre famille. Toute mon enfance avait été une chronologie de ses besoins éclipsant ceux de tous les autres. Quand j'avais 10 ans, j'ai gagné le concours d'orthographe de l'État. Mes parents ne sont pas venus parce que Clara avait mal à la tête et avait besoin qu'il reste à la maison pour regarder un film avec elle. Quand j'ai été diplômé de l'université avec la plus haute distinction, mon dîner de célébration a été écourté parce que Clara a annoncé qu'elle rompait avec son petit ami et qu'elle ne pouvait pas supporter mon énergie arrogante. Ma mère, Meredith, était la protectrice en chef. Toute son identité consistait à être le bouclier de Clara. Sa boutique Etsy qui ne marchait pas n'était qu'un passe-temps, son vrai travail était de gérer les émotions de Clara. Elle ne me voyait pas comme une fille, mais comme une ressource, une unité stable et fonctionnelle que l'on pouvait solliciter pour soutenir le vrai enfant, le plus sensible. Ma force n'était pas une qualité dont on pouvait être fier, c'était une obligation. Mais mon père, Richard, était le véritable antagoniste. C'était lui qui détenait le pouvoir. En tant qu'associé principal dans un grand cabinet comptable, il maniait l'argent et l'autorité comme des armes. C'était un homme obsédé par les apparences. Il avait besoin que le monde le voie comme un patriarche bienveillant, un homme qui a réussi avec une famille parfaite. L'échec de Clara à prendre son envol était une tache sur cette image. Mon succès, dans sa vision tordue, ne faisait que souligner l'échec de Clara, le faisant paraître incompétent. Sa solution n'était pas d'aider Clara à grandir, mais de me rabaisser. En me forçant à partager mon appartement, il ne se contentait pas de calmer Clara, il rétablissait l'équilibre dans son portrait de famille, parfait. Il rééquilibrait les choses de la manière la plus toxique possible. Et maintenant, il utilisait sa connaissance du monde financier pour tenter de détruire le mien. Ce procès était un mensonge, mais un mensonge calculé. Il savait qu'une bataille juridique, même frivole, serait dévastatrice pour moi. J'étais une analyste de 26 ans. Toute ma carrière reposait sur mon intégrité et ma probité financière. Un procès alléguant un détournement de fonds et un enrichissement sans cause pourrait me faire licencier. Ce serait une tâche permanente dans mon dossier. Il ne cherchait pas seulement à voler mon appartement, il cherchait à briser ma vie entière. Il utilisait ma plus grande force, mon indépendance financière, et la retournait contre moi. Il savait que je n'avais pas les ressources pour mener une longue bataille juridique contre un homme ayant ces relations. Il comptait sur moi pour céder, pour abandonner, afin de protéger la carrière pour laquelle j'avais tant travaillé. J'ai relu la lettre L'audace pure, la cruauté corporative froide de la stratégie de mon père. Il n'avait même pas appelé, il avait envoyé un avocat. C'est à ce moment-là que le chagrin et le choc se sont enfin dissipés pour laisser place à une rage froide et dure. Il pensait être le seul expert financier de la famille. Il pensait que je n'étais qu'une gamine jouant avec des chiffres. Il pensait que j'aurais peur. Il avait tort. Ils avaient oublié une chose cruciale, ils avaient oublié que pendant qu'il apprenait à Clara à être une victime, j'apprenais à être une chasseuse. Et je savais tout de ses secrets. Le tournant n'a pas été un moment de courage, ce fut un moment de calcul froid et pragmatique. Ils avaient déclaré la guerre. Je devais cesser d'être une fille et commencer à être une analyste. Mon premier appel fut pour une avocate, pas n'importe laquelle, mais la meilleure et la plus impitoyable des plaideuses civiles que je puisse trouver, une femme nommée Madame Evans, dont la réputation à démanteler les procès abusifs était légendaire. J'ai utilisé l'intégralité de mon fonds destiné à mes nouveaux meubles pour payer sa provision. Quand je lui ai expliqué la situation, sa réponse a été laconique, « Eh bien, c'est pour le moins inédit. » Et par inédit, je veux dire un acte de mauvaise foi stupéfiant. Elle a confirmé mes craintes. Ils ne peuvent pas gagner, Alexandra, mais ils peuvent vous coûter cher. Ils vont déposer des requêtes, exiger des pièces. Faire traîner les choses. Ils comptent sur le fait que vous soyez exsangue financièrement avant même de voir une salle d'audience. Notre travail consiste à trouver un levier et quelque chose de si gros, de si définitif que ce procès disparaîtra du jour au lendemain. Je pense l'avoir, ai-je dit d'une voix calme. Mais je dois en être sûr.
C'est là que mon piège astucieux est entré en jeu. Ce n'était pas un piège physique, c'était un piège numérique. C'était une divergence que j'avais remarquée des années plus tôt à un fil lâche sur lequel je n'avais jamais tiré. Mon père, Richard l'associé principal, l'homme à l'intégrité inattaquable, était un être d'habitude. Et l'une de ses habitudes était la comptabilité créative. Pas dans son cabinet, il était trop intelligent pour cela. Chez lui. Il y a des années, quand j'étais à l'université et que j'apprenais la comptabilité légale, j'avais proposé de l'aider à numériser ses vieux dossiers papier pour ses impôts personnels. Il avait ri et m'avait appelé ça « petite moulineuse de chiffres ». Il m'avait donné des cartons de dossiers, pensant que je faisais simplement de la saisie de données, mais ce n'était pas le cas. J'analysais. Et j'ai trouvé un compte d'épargne séparé, une caisse noire qu'il appelait le « Clara Car Fund ». C'était un compte que lui et ma mère alimentaient depuis des années, en détournant de l'argent de leurs comptes principaux. Mais ce n'était pas l'existence du fonds qui posait problème, c'était la source de l'argent. Mon père gérait la succession de notre tante âgée et sa propre sœur, tante Lydia, qui était dans un établissement de soins de longue durée en raison d'une démence. Il était son fiduciaire, son mandataire. Et j'ai vu les transferts. De petits montants réguliers, apparemment anodins, passant du compte fiduciaire de tante Lydia vers le Clara Car Fund. Des frais de gestion par-ci, un remboursement par-là. C'était méthodique. C'était caché. Et c'était hautement illégal. C'était un crime de maltraitance financière envers une personne âgée. Il pensait l'avoir parfaitement caché. Mais c'est moi qui avais construit la feuille de calcul. J'avais vu les numéros de compte. Je les avais mémorisés. Je n'avais jamais dit un mot. Je m'étais dit que c'était une erreur, un malentendu. Mais maintenant, voyant de quoi il était capable, je savais que ce n'en était pas une. Maintenant, je devais le prouver. Je ne pouvais pas accéder à ses relevés bancaires personnels, mais j'étais une analyste légale, je n'en avais pas besoin. Il me suffisait de montrer le schéma. Le levier n'était pas seulement l'argent, c'était le crime. J'ai passé les 2 semaines suivantes à travailler mes journées normales de 12 heures, puis à rentrer dans mon minuscule studio pour travailler encore 8 heures de plus. J'ai recoupé les dates, les montants et les registres publics. J'ai consulté le registre foncier pour la maison de ma tante, qu'il avait vendue pour payer ses soins. J'ai trouvé le prix de vente. Ensuite, j'ai regardé les frais listés pour son centre de soins. Les chiffres ne correspondaient pas. Il y avait un excédent massif, un excédent qui s'était évaporé. J'ai compilé mes conclusions dans un dossier sécurisé, un tableau, une chronologie, un résumé des transferts. C'était un audit précis, professionnel et absolument dévastateur des finances personnelles de mon père. Ensuite, je suis passé à la pièce finale. J'ai contacté un détective privé, un contact de Madame Evans, pour effectuer une visite de contrôle auprès de ma tante Lydia. J'avais besoin de connaître son état actuel et de savoir à quoi ressemblaient les rapports fiduciaires officiels de mon père. Le rapport du détective est arrivé une semaine plus tard, et c'était pire que ce que j'avais imaginé. Tante Lydia se trouvait dans un établissement public, propre mais rudimentaire. La maison de soins privée haut de gamme dans laquelle mon père affirmait qu'elle se trouvait? Elle en avait été retirée plus d'1 an auparavant. Il avait réduit la qualité de ses soins, empoché la différence, et la laissé vivre ses derniers jours aux frais du contribuable pendant qu'il finançait le train de vie artistique de ma sœur et me poursuivait pour mon propre argent durement gagné. L'homme qui m'accusait d'enrichissement sans cause, détournait activement l'argent de sa propre sœur vulnérable et souffrante. Mon piège était prêt. Il ne s'agissait plus de mon appartement, il s'agissait de rendre justice à tante Lydia, et de montrer à mon père, l'associé principal, ce qu'une véritable analyste pouvait faire. Mon avocate, Madame Evans, a envoyé une réponse formelle au cabinet d'avocats de mes parents. C'était un chef-d'œuvre de retenue juridique. Elle y déclarait simplement que leurs affirmations étaient catégoriquement fausses, sans fondement, et semblaient être un acte de harcèlement familial malveillant. Elle rejetait leur demande dans son intégralité et affirmait que toute tentative de procès serait accueillie par une défense vigoureuse et robuste, incluant une demande reconventionnelle pour tous les frais de justice et dommages-intérêts. Je savais que cela ne suffirait pas. Mon père fonctionnait selon le principe de l'escalade. Il verrait cela comme un bluff. Je devais lui montrer mon jeu, mais je devais le faire selon mes propres conditions. Mes parents, sans surprise, ont exigé une médiation familiale. Leur avocat a envoyé la demande à Madame Evans,
qui m'a conseillé de refuser. C'est un piège, Alexandra. Ils veulent vous avoir dans une pièce pour vous intimider. Je sais, ai-je dit. C'est pour cela que j'y vais. Mais ce ne sera pas une médiation. Ce sera une présentation. Nous nous sommes réunis au cabinet d'avocats qui représentait mes parents. La salle de conférence était froide et opulente, bois sombre et fauteuil en cuir. Mes parents, Richard et Meredith, étaient assis d'un côté de l'immense table, formant un front uni et offensé. Clara était assise entre eux, son téléphone sur les genoux, l'air profondément ennuyé. Leur avocat, un homme aux manières onctueuses nommé Harrison, était assis en bout de table. Je suis entré seul, ne portant rien d'autre que mon ordinateur portable. Madame Evans était en attente, mais je devais faire cela moi-même. Alexandra, merci d'être venue, commença Harrison en mélangeant ses papiers. Nous sommes ici pour trouver une solution amiable. Mes clients sont profondément blessés par vos actions égoïstes, mais ils sont prêts à se montrer gracieux. Je vais vous arrêter tout de suite, monsieur Harrison, ai-je dit, la voix parfaitement calme. J'ai posé mon ordinateur sur la table et je l'ai ouvert. Nous ne sommes pas ici pour discuter de mon appartement. Nous sommes ici pour discuter du compte numéro 4771B, le Clara Car Fund. Ma mère et Clara semblaient confuses. Le sang a déserté le visage de mon père. Il n'est pas devenu simplement pâle, il est devenu d'un gris crayeux maladif. Ses yeux se sont ancrés dans les miens. Et pour la première fois de ma vie, j'ai vu une panique pure et absolue. Je ne vois pas du tout de quoi tu parles, bégaya-t-il, une tentative pathétique de bluff. Vraiment? J'ai tourné l'écran de mon ordinateur pour qu'ils puissent tous voir. Il y avait la feuille de calcul, mon chef-d'œuvre. Passons en revue. Voici un fonds privé auquel maman et toi contribuez depuis 2018. Très responsable. Le problème, ai-je dit en cliquant sur un nouvel onglet, c'est la source des contributions. J'ai affiché la chronologie. Le 1er juin 2019, tu as vendu la résidence principale de tante Lydia. Voici l'acte de vente, un profit net de 850 000 $. Le 3 juin, 150 000 $ ont été transférés de son compte fiduciaire vers le Clara Car Fund et enregistrés comme frais de gestion fiduciaire. Des frais de 17%. Papa. C'est un peu élevé, non? Alexandra, ce sont des affaires de famille privée, siffla mon père, tentant de reprendre le contrôle. Tu n'as aucun droit. J'ai tous les droits, ai-je lancé, et le son de ma voix résonnant dans la pièce silencieuse le fit tressaillir. Vous en avez fait mon affaire quand vous m'avez poursuivi en justice. Vous m'avez accusé d'enrichissement sans cause. Parlons de l'enrichissement sans cause. J'ai cliqué sur la diapositive suivante. C'était une comparaison côte à côte. D'un côté, les factures mensuelles de l'établissement public où vit réellement tante Lydia, 4 200 $ par mois. De l'autre côté, les rapports fiduciaires bancaires que tu soumettais, affirmant payer pour une suite de luxe privé dans un autre établissement. 14 000 $ par mois. Où partent les 9 800 $ de différence chaque mois, papa? Demandai-je d'une voix dangereusement calme. Je sais où ils partaient. Ils ont payé le loft de Clara au centre-ville pendant 2 ans. Ils ont payé sa BMW. Ils paient monsieur Harrison. Tu me poursuis en justice avec de l'argent volé. Ma mère semblait horrifiée. Richard, de quoi parle-t-elle? C'est l'argent de Lydia. C'est pour ses soins. Elle ment, Meredith, hurla mon père, frappant la table du poing. Elle a fabriqué ces documents. C'est de la calomnie. C'est de la diffamation. Clara a enfin levé les yeux de son téléphone, les yeux écarquillés. Papa, tu m'avais dit que l'argent de tante Lydia était épuisé. Tu m'avais dit qu'elle allait bien. Elle va bien, insista-t-il. Ah bon, dis-je. J'ai cliqué sur le dernier onglet. C'était le rapport du détective, illustré par des photographies datées. Photo d'une petite chambre stérile. Photo de tante Lydia, maigre et confuse, vêtue d'une chemise d'hôpital standard. Voici où vit ta sœur, papa, dis-je. Pendant que ta fille est au spa, pendant que tu es dans cette salle à 500 $ l'heure pour essayer de me voler ma maison. Ma mère laissa échapper un sanglot étouffé et se couvrit la bouche. Même Clara semblait malade. L'avocat de mon père, Harrison, essayait désespérément de m'interrompre.
Cette réunion est terminée. C'est irrecevable. Vous menacez mon client. Je ne menace personne, ai-je dit en refermant mon ordinateur. Je présente simplement les faits. Vous, Maître Harrison, êtes désormais officiellement averti que votre client utilise des fonds obtenus par un abus financier criminel sur une personne âgée pour payer votre provision. Je vérifierai ce chèque si j'étais vous. Je me suis levé et j'ai regardé mon père. Son masque d'autorité était tombé. Il n'était plus qu'un homme coupable et terrifié, démasqué. Abandonne le procès, dis-je d'une voix de glace. Abandonne-le aujourd'hui même. Tu ne me recontacteras plus jamais, absolument jamais, au sujet de mon appartement, et tu réinstalleras tante Lydia dans sa maison de soins d'origine. Tu rembourseras chaque centime que tu lui as volé. Si je vois ne serait-ce que l'ombre de ce procès. Ce dossier entier sera envoyé au procureur, au fisc et à l'ordre des comptables. Est-ce que je suis clair? Mon père me fixait simplement, la bouche entr'ouverte, mais aucun son ne sortait. Est-ce que je suis clair? Il finit par hocher la tête d'un air faible. Je suis sorti de la salle de conférence, la tête haute, laissant les ruines de ma famille derrière moi. Je pensais que ce serait la fin de l'histoire. Vraiment. Je m'attendais à des excuses rampantes, à une retraite terrifiée. Ce que j'ai obtenu à la place fut une démonstration glaçante de la profondeur de leur déni. Le procès fut abandonné, Madame Evans me l'a confirmé dans les 24 heures, mais la guerre n'était pas finie. Elle avait simplement changé de forme. Mon père, Richard, est passé en mode gestion de crise. Ne pouvant pas me combattre sur les faits, il a tenté de détruire ma réputation. Il a entamé une campagne de dénigrement sournoise et silencieuse. J'étais instable. J'étais imprévisible. J'avais fait chanter ma propre famille. Il était associé principal, ses chuchotements avaient du poids. J'ai appris par un collègue que mon père avait mentionné nonchalamment à une connaissance commune lors d'un dîner de charité qu'il était profondément inquiet pour la santé mentale d'Alexandra. C'était son nouvel angle d'attaque, je n'étais pas l'analyste qui avait découvert un crime, j'étais une fille hystérique qui avait inventé une fantaisie. Mais les tentatives les plus désespérées et, franchement, les plus pathétiques vinrent de ma mère et de ma sœur. Ma mère, Meredith, a commencé à me laisser de longs messages vocaux éplorés. C'était un déferlement de culpabilité émotionnelle. « Comment as-tu pu faire ça à ton père ?» pleurait-elle au téléphone. Il a fait une erreur. Il essayait juste de subvenir aux besoins de sa famille. Pour Clara. Et toi? Tu te retournes contre lui comme un serpent après tout ce qu'il a fait pour toi. Tante Lydia va bien. Elle ne sait même pas où elle est. Mais tu as brisé le cœur de ton père. Tu as brisé cette famille. Clara, de son côté, est passée à l'offensive. Ses difficultés artistiques étaient soudainement mises en avant. Elle a publié une série de tirades vagues et passives-agressives sur ses réseaux sociaux, se peignant en victime d'un membre de la famille, insensible et matérialiste, qui les avait tous trahis pour une pile de briques. Certaines personnes accordent plus de valeur à l'argent qu'à la famille, disait une publication, illustrée par une photo d'elle regardant une toile d'un air pensif. Tellement triste de voir quelqu'un perdre son âme. Ils essayaient de reprendre le contrôle du récit, de me faire passer pour la méchante. Mais ils ne comprenaient toujours pas, je ne me contentais plus de réagir, je bâtissais un dossier. Ma confrontation au cabinet d'avocats n'était que la première étape. Le piège n'était pas seulement le dossier, c'était ce que j'allais en faire. Ils ont donc abandonné les poursuites, dit Madame Evans au téléphone. Mais vous n'êtes pas satisfaite, n'est-ce pas? Il me calomnie et il n'a pas réinstallé tante Lydia, ai-je répondu d'une voix froide. J'avais vérifié, elle était toujours dans l'établissement public. Il pense que je vais juste me contenter de l'arrêt du procès. Il pense que je vais laisser tomber le reste. Il se trompe. Quelle est votre prochaine étape, Alexandra? Je donne le dossier aux autorités, ai-je dit. Mais pas seulement au procureur. C'est trop lent. Je vais m'adresser aux gens qui peuvent l'arrêter maintenant. J'avais déjà fait mes recherches. Je n'étais pas qu'une fille blessée, j'étais une experte comptable légale avec un grief légitime. Je savais exactement quel levier actionner. J'ai compilé tout mon dossier et les tableaux, les transferts bancaires, les photos du détective, la chronologie du procès dans un dossier numérique sécurisé et crypté. Mon premier appel fut pour les services de protection des adultes, APS.
J'ai déposé un rapport formel et détaillé de maltraitance financière sur personnes âgées, avec toutes mes preuves. Je ne suis pas resté anonyme. J'ai indiqué mon nom, ma profession et mes coordonnées, je voulais qu'ils sachent que j'étais un témoin crédible. Mon second appel fut pour l'ordre professionnel des comptables de l'État. J'ai déposé une plainte d'éthique formelle contre Richard, associé principal, alléguant un manquement grave aux devoirs fiduciaires, un détournement de fonds et des actes de turpitude morale. Pour un comptable, une plainte d'éthique de ce genre est une sentence de mort. Cela déclenche un audit immédiat et intrusif de sa vie professionnelle et personnelle. Ma dernière action fut la plus difficile. Je devais affronter ma famille une dernière fois. J'avais besoin de voir ma mère et ma sœur pour leur donner une ultime chance de se désolidariser des crimes de mon père. Je suis allé chez eux. Mon père n'était pas là, j'avais calculé mon coup. Ma mère et Clara étaient dans le salon. Quand ma mère m'a vu, elle s'est immédiatement levée. « Alexandra, Dieu merci. Ton père est au plus mal. Tu dois t'excuser. » « Je ne suis pas ici pour m'excuser, maman. Je suis ici pour vous donner un conseil, ai-je dit. J'ai posé 2 lettres sur la table basse. Voici une copie du rapport que j'ai déposé au service de protection des adultes. Et voici une copie de la plainte d'éthique que j'ai déposée contre papa auprès de l'ordre. » Le visage de Meredith est devenu livide. « Tu n'as pas fait ça. »« Si, je l'ai fait. C'est acté. Une enquête est ouverte. Ils vont geler le compte fiduciaire de tante Lydia et ils vont auditer toutes les finances personnelles de papa sur les 10 dernières années. » Clara a enfin pris la parole, la voix tremblante d'une peur réelle. « Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qui va se passer? » « Ça veut dire, ai-je dit en la regardant droit dans les yeux, que le Clara Carfun va être saisi comme preuve. Ça veut dire que papa va très probablement perdre sa licence de comptable. Ça veut dire qu'il risque des poursuites criminelles. Ça veut dire que l'argent a disparu. Tout l'argent. Espèce de monstre, chuchota ma mère, les larmes aux yeux. C'est ton père. Et tante Lydia et sa sœur, ai-je répliqué. Et je suis sa fille qu'il a essayé de ruiner parce que je n'ai pas voulu le laisser me voler. C'est lui qui a fait ça, pas moi. J'ai regardé ma mère, le cœur serré par une décennie de déception. Il va tout perdre, maman, et il va essayer de t'entraîner dans sa chute. Tu dois prendre un avocat. Tu dois te protéger. Je me suis tourné vers Clara. Et toi? Tu dois te trouver un travail. Un vrai, cette fois. Clara m'a fixé, le visage pétrifié par l'incrédulité. Le charme était rompu. La banque de papa et maman, cette source magique et inépuisable de financement pour sa vie d'artiste, n'existait plus. Son protecteur, son complice, était sur le point d'être exposé au monde entier comme un simple voleur. Tu le regretteras, Alexandra, a crié ma mère alors que je me dirigeais vers la porte. Tu seras toute seule. Je me suis arrêté, la main sur la poignée. Je suis seule depuis des années, maman. Je refuse simplement de payer pour ce privilège désormais. La chute fut plus rapide et plus spectaculaire que je n'aurais pu l'imaginer. L'ordre des comptables a agi avec une rapidité terrifiante. Une violation de l'éthique impliquant un associé principal et une suspicion de maltraitance sur personne âgée était une urgence absolue pour leur réputation. Mon père fut suspendu de son cabinet en moins d'1 semaine, en attendant les résultats de leur enquête interne. Le cabinet, désespéré de se distancier du scandale, publia un communiqué sur un associé en congé pour raisons personnelles et assura de sa pleine coopération avec les enquêtes de l'État. Son nom, sa photo, tout fut effacé de leur site internet du jour au lendemain. Le point culminant ne fut pas une dispute houleuse. Ce fut une réunion stérile, sous un éclairage fluorescent, dans les bureaux des services de protection des adultes, réunion où j'avais été convoqué comme témoin principal. En entrant, je les ai vus, mon père, Richard, paraissant avoir vieilli de 20 ans. Son costume coûteux était froissé, son visage était terreux, et il n'était pas assis avec sa famille, il était assis avec son avocat pénaliste. De l'autre côté de la pièce se trouvait ma mère, Meredith, et ma sœur, Clara. Elles n'étaient pas là pour lui, elles étaient là avec leur propre avocat. Ma mère, semblait-il, avait enfin suivi mon conseil. Une travailleuse sociale, Madame Diaz, et un enquêteur de l'ordre, un homme sévère nommé Monsieur Klein, siégeaient en bout de table. Merci à tous d'être venus,
commença Monsieur Klein d'une voix monocorde. Nous sommes ici pour discuter du compte fiduciaire de Mademoiselle Lydia. Monsieur Richard, notre enquête, déclenchée par la plainte déposée par votre fille, Mademoiselle Alexandra, a révélé des irrégularités significatives et troublantes. Il n'a pas mâché ses mots. Il a détaillé méthodiquement, ligne par ligne, le détournement de fonds opéré par mon père. Il a exposé la chronologie de la vente de la maison, les frais frauduleux, le siphonnage systématique des fonds. Il possédait mes feuilles de calcul, désormais vérifiées par des commissions rogatoires bancaires officielles. C'était mon dossier qui prenait vie avec toute la puissance de l'État. Au total, dit Monsieur Klein, nous avons vérifié le détournement de 432 000 $ du fonds de Mademoiselle Lydia sur une période de 4 ans. Ma mère laissa échapper un petit cri d'horreur. Elle connaissait l'existence du fonds, mais elle n'avait manifestement aucune idée de son ampleur. L'avocat de mon père intervint immédiatement. Mon client admet une mauvaise tenue des livres. Il était soumis à un immense stress familial. Il a toujours eu l'intention de rembourser l'argent. C'est un différend familial, pas une affaire criminelle. Madame Diaz des APS prit enfin la parole, sa voix empreinte d'une colère calme et juste. Monsieur Richard, ce n'est pas une erreur de comptabilité. C'est un crime de maltraitance sur personne âgée. Pendant que vous empruntiez cet argent, votre sœur a été transférée d'un établissement de soins de haute qualité vers un service financé par l'État. Sa qualité de vie a été gravement diminuée. Son fonds personnel, destiné à ses soins, a servi à financer. Voyons voir. Elle regarda un document. Une BMW série 3, 2 ans de loyer pour un appartement de luxe, et un procès contre votre autre fille. Elle regarda directement ma mère et Clara. Et quant à vous, Madame Meredith et Mademoiselle Clara, vous étiez les bénéficiaires directs de ces fonds volés. Vous viviez avec de l'argent qui aurait dû payer les soins médicaux d'une femme âgée. Clara a fini par craquer. Ce n'était pas une mise en scène, c'était un sanglot brut ailé de panique pure. Je ne savais pas, hurla-t-elle. Il m'a dit que c'était un héritage. Je ne savais pas que c'était du vol. Je n'aurais jamais. Je ne savais pas. Ma mère fixait simplement mon père, son expression traduisant une trahison totale et sans fond. L'homme qu'elle avait soutenu, l'homme qu'elle avait défendu, lui avait menti à elle aussi. Il l'avait exposée, elle et leur fille, si sensibles, à la ruine juridique et financière. Monsieur Richard, dit Monsieur Klein, l'ordre demande la révocation immédiate et permanente de votre licence d'expert comptable, et nous transmettons l'intégralité de notre dossier au bureau du procureur avec une recommandation de poursuite criminelle. Ce fut le moment où mon père, le grand associé principal, l'homme qui m'avait menacé chez moi, s'est complètement effondré. Il s'est affalé, a pris sa tête entre ses mains, et ses épaules se sont mises à trembler. C'était un homme ruiné. Je me suis levé. J'en avais vu assez. Madame Diaz, Monsieur Klein, ai-je dit, ma voix tranchant la tension ambiante. Merci pour votre travail. J'ai une dernière chose à ajouter. J'ai posé un dernier dossier sur la table. Le procès intenté par mon père contre moi a causé un préjudice professionnel et émotionnel important. Voici la facture de mon avocate, Madame Evans. D'un montant de 22 000 $. Voici la facture du détective privé de 4 500 $. Puisqu'il est prouvé que le financement de ces poursuites provenait de l'argent volé à ma tante Lydia, j'exige d'être intégralement remboursé par lui personnellement, et non par le fonds de ma tante. J'ai regardé mon père une dernière fois. Il refusait de croiser mon regard. Adieu, papa. Je suis sorti de ce bureau, passant devant ma sœur en larmes et ma mère pétrifiée, et j'ai rejoint l'éclat du soleil. J'ai pris une grande inspiration. Je me sentais légère, la fièvre que je traînais depuis des mois, l'anxiété et la colère, tout s'était enfin envolé. J'étais libre. Les retombées furent immédiates. Mon père, face à des preuves accablantes, a plaidé coupable d'un chef d'accusation de maltraitance financière criminelle sur personne âgée. Il a évité la prison en raison de son âge et de son absence d'antécédents, mais le prix à payer fut lourd. Il a perdu sa licence, sa carrière, et a été condamné à 5 ans de probation et à 1000 heures de travaux d'intérêt général. Le tribunal l'a condamné à une restitution intégrale. Le Clara Car Fund a été saisi. Lui et ma mère ont dû vendre leur maison, la maison où j'avais grandi, pour rembourser les 432 000 $ au fonds de tante Lydia et payer mes frais de justice.
Grâce à mon propre réseau professionnel, j'ai travaillé avec Madame Evans et les APS pour faire nommer un fiduciaire tiers et neutre pour tante Lydia. J'ai utilisé ma connaissance du système pour m'assurer qu'elle soit immédiatement réinstallée dans le meilleur établissement de soins privé de l'État. Son confort et sa sécurité sont désormais assurés pour le reste de sa vie, le tout financé par les fonds récupérés. Ma mère et mon père ont emménagé dans un petit appartement de location lugubre à l'autre bout de la ville. La boutique Etsy de ma mère était désormais sa principale source de revenus, et ce n'était pas suffisant. Elle a dû prendre un vrai travail comme caissière dans une épicerie. La chute de Clara fut la plus publique. L'argent ayant disparu, elle a été expulsée de son nouvel appartement. La BMW a été saisie. Elle aussi a dû trouver un travail, elle travaille désormais comme barista dans un café. Ses réseaux sociaux sont silencieux. L'artiste sensible avait enfin été forcé de se confronter au monde réel, et elle n'avait personne d'autre à blâmer que les parents qui l'avaient trahi en ne lui disant jamais « non ». Environ 6 mois après la condamnation, j'étais dans mon nouvel appartement. Il était enfin meublé. La lumière du soleil entrait par les grandes fenêtres, se posant sur mon canapé confortable et les étagères que j'avais construites moi-même. Je buvais mon café en lisant le journal du week-end quand mon téléphone a vibré. C'était un SMS de Clara, « Est-ce qu'on peut parler ?» Mon premier instinct fut de l'effacer, mais j'ai hésité. J'ai répondu, « D'accord ». Nous nous sommes retrouvés dans un parc public, à mi-chemin entre mon appartement et le sien, beaucoup plus petit. Elle avait l'air différente, plus mince, fatiguée. Son air hautain avait disparu, remplacé par une tristesse profonde et lasse. Je voulais m'excuser, dit-elle en triturant ses mains. Je ne savais pas, Alex. Je te jure que j'ignorais d'où venait l'argent. Mais j'aurais dû le savoir. J'aurais dû demander. C'était tellement facile de simplement prendre, de les laisser. De les laisser te détester à ma place. Elle pleurait de vraies larmes cette fois. Tu avais raison. J'étais une ratée. Je l'étais. Et au lieu de corriger ça, j'ai laissé faire pendant qu'il te punissait de ne pas en être une aussi. Je suis tellement désolé. C'était la première chose véritablement honnête qu'elle m'ait jamais dite. J'ignorais si notre relation pourrait redevenir ce qu'elle était, mais je savais qu'elle pourrait être autre chose, quelque chose de nouveau, de réel. Je sais, Clara, ai-je dit. Je sais. C'est d'accord. Nous sommes restés assises en silence pendant un moment. Je me suis remise à peindre, dit-elle doucement. Juste pour moi cette fois, sur des toiles bon marché. Je les ai payées moi-même avec mon salaire de barista. J'ai souri, d'un petit sourire sincère. J'aimerais bien les voir un de ces jours. Elle a levé les yeux, surprise. Vraiment? C'est vrai? Ma mère ne s'est jamais excusée. Elle est trop fière, trop enlisée dans son propre ressentiment. Quant à mon père, je ne lui ai pas parlé depuis l'audience et je ne pense pas le faire un jour. Certaines trahisons sont trop profondes. Mais en retournant dans mon appartement à mon foyer, acheté par mon labeur, défendu par mes compétences, je me suis senti en paix. J'avais perdu la famille que je pensais avoir, mais je m'étais trouvé moi-même. J'avais prouvé que mon travail, mon intégrité et ma résilience n'étaient pas des faiblesses à exploiter. C'était mon armure. Et j'étais, pour la première fois de toute ma vie, véritablement, justement et totalement enrichi.